Salut, c'est Marco de Phone. Aujourd'hui vidéo de fac numéro 3. Une vidéo de fac numéro 3 que vous avez été très nombreux à me réclamer à corps et à cri. Une vidéo de fac numéro 3 que j'aurais pris, bien ma foi, beaucoup de temps à faire. Je suis en retard déjà depuis plusieurs semaines, tout simplement. On est en septembre 2014 lorsque je fais cette vidéo. Elle aurait dû arriver en août, à l'aise. Alors, une vidéo de fac numéro 3 qui va quand même me permettre de répondre à tout un tas de questions. Et quand je dis tout un tas de questions, je dis de très nombreuses questions. Vous avez été plus de 200 personnes à me poser des questions sur le site de Top for Fun où on avait publié un sujet qui était justement posez-nous vos questions. Alors, plus de 200 personnes qui m'ont posé pour certaines des dizaines de questions, donc il a fallu recouper, retravailler un petit peu tout ça, essayer de condenser. Certaines questions étaient redondantes, certaines questions étaient liées aussi à des sujets d'actualité qui étaient passés. Vous le verrez aujourd'hui, il y a des questions qui sont encore liées à des sujets d'actualité qui sont en train de se finir, enfin en tout cas qui vont arriver à une nouvelle étape, une nouvelle suite. Vous allez voir de quoi je parle d'ici quelques instants. Voilà, donc tout un tas de questions qu'il a fallu recompiler, c'est aussi une des raisons de mon retard, parce qu'il a fallu retravailler un petit peu toutes ces questions. Là, on en a plus d'une centaine, et ça m'amène aussi à vous dire que la vidéo va probablement durer une bonne heure, donc ça va être conséquent quand même. Alors préparez-vous, donc soit à prendre une heure entière de votre temps, soit au mieux à diviser un petit peu, et puis à revenir regarder cette vidéo en plusieurs étapes, parce que ça fait long quand même. Bon. Alors quoi qu'il en soit, je vais mettre mes petites lunettes, je vais prendre les questions dans l'ordre, je vais prendre mon petit téléphone qui va pour le coup me servir tout simplement à lister les questions, vous les donner. Alors comme la dernière fois et comme la fois précédente, c'est-à-dire comme les deux précédentes facs, je vais citer un pseudo qui était le pseudo avec lequel vous avez communiqué la question, et puis la question que vous m'avez posée. Alors parfois elle est un peu retravaillée parce que voilà, il y a des formulations qui ont dû être coupées, donc comme je vous le disais avec d'autres questions, enfin il y a des questions qui se sont retrouvées. Alors la première question, aussi, autre parenthèse avant de commencer, je vais y arriver, décidément je suis un incorrigible bavard. Première chose que je dois vous dire aussi, enfin autre chose que je dois vous dire, c'est que la fac va être divisée en deux grandes étapes. Il y a une première partie qui va porter sur tout ce qui est constructeur, système d'exploitation, donc vraiment matériel, software. Et une deuxième partie qui va plutôt porter sur l'équipe en elle-même, le futur de Top for Fun, moi, enfin voilà, tout un tas de questions qui sont plutôt des questions liées à l'équipe, au devenir du site, et la première partie c'est quand même celle qui est liée au constructeur et au marché. Alors Anton qui me pose, et c'est la première question, que penses-tu du futur de Nokia suite à son rachat par Microsoft? Alors c'est un sujet d'actualité. Il y a 3 mois, je n'en aurais pensé que du bien, vous l'avez compris. D'ailleurs, j'étais même plutôt attentif à ça, parce que Nokia était une société qui avait quand même pas mal de problématiques, ne serait-ce que d'ordre financier. Pas suffisamment de ventes, malheureusement une masse salariale qui a été trop conséquente pour le succès commercial qu'elle avait à l'époque. Enfin, tout ça fait que c'était une société qui était en péril financier, il n'y avait pas 36 000 solutions, la société a fait des plans sociaux, donc c'était pas forcément très joyeux pour tous les employés de la marque. Et puis récemment, elle s'est faite racheter par Microsoft, donc qui était à mon sens la seule manière, la seule alternative pour permettre à la marque de subsister, parce que financièrement, elle aurait clairement coulé, quoi. Elle aurait pas tenu. Alors, d'un autre côté, j'attendais quand même que Microsoft ait la main un peu plus légère, c'est-à-dire qu'elle laisse un peu la marque vivre plus tranquillement, plus longtemps, en lui apportant du cash, certes, en lui apportant aussi un système d'exploitation à moindre coût, c'est-à-dire Windows Phone, et en ne le facturant pas, par exemple, ça aurait pu être une bonne manière, mais ça n'a pas tout à fait été le cas, donc Microsoft a choisi un virage stratégique qui est un petit peu différent, le système est toujours payant, même pour une de ses filiales, visiblement, en tout cas c'est les rumeurs que nous en avons eues, le constructeur a décidé de apparemment liquider la marque à courte échéance, à court terme. Moi j'attendais plutôt de voir la marque disparaître aux alentours de fin 2015, début 2016. Apparemment ça va même être beaucoup plus rapide que ça. Et les téléphones Nokia que je suis en train de tester seront peut-être les derniers à porter la marque. Voilà, donc il y a de fortes chances que dans les temps à venir, la marque Nokia disparaisse purement et simplement, du moins sur les téléphones, sur le matériel, puisqu'il faut savoir qu'elle existe encore, la marque Nokia, mais sur la partie ingénierie software notamment, mais ça c'est resté Nokia. La partie qui a été rachetée par Microsoft, c'est la partie device, la partie constructeur. Et donc vous l'avez compris, on a de fortes suspicions concernant la disparition pure et simple de la marque, ne serait-ce que sur les téléphones. Le marquage va probablement disparaître. Alors John Olas qui me dit, vas-tu tester plus de smartphones Acer? Si oui, lesquels? Oui, je vais en tester plus. Lesquels? Ça dépend de l'actualité, c'est tout simplement ça. Alex, chez nous, teste régulièrement des mobiles Acer. Alors Alex a la particularité de ne pas faire de vidéo, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez une impression de pas suffisamment de tests Acer, mais il y en a. D'autres membres de l'équipe, notamment Étienne, Raphaël et moi, donc qui faisons des vidéos, allons tester nous aussi des Acer, mais ça dépend vraiment de l'actualité. Et si vous en avez vu moins que d'autres marques ces derniers temps, c'est tout simplement parce qu'ils ont moins d'actualité que les autres constructeurs. C'est ce que je viens d'évoquer à plusieurs reprises. Voilà, donc oui, il y en aura d'autres. Il y aura plus de tests de mobiles Acer.
Et il y aura plus de mobiles d'autres marques tout court, donc de toute façon. Mais ça va dans le sens de l'histoire, ne vous inquiétez pas. On n'est pas en train aujourd'hui de blacklister Acer par exemple dans nos tests, pas du tout. On a quelques constructeurs que l'on a mis à l'écart parce que justement ils jouaient pas le jeu. Ils sont très très rares, de toute façon ce sont des constructeurs de deuxième niveau. Donc voilà, les Acer et compagnie on les garde. Dorian qui me dit les smartphones se ressemblent, ont les mêmes fonctions, etc. Crois-tu que les constructeurs arrivent au bout du chemin côté innovation? Je suis tenté de vous dire oui. Je suis tenté de vous dire oui, mais c'est pas non plus négatif. Dans le sens où aujourd'hui, un smartphone, on sait ce que c'est. C'est un écran tactile de plus en plus grand, c'est des performances de plus en plus importantes pour faire tourner des jeux 3D, c'est un appareil photo qui prend des meilleures photos, etc. Donc aujourd'hui, un smartphone, on sait ce qu'il doit contenir. Un écran, un système d'exploitation sympathique, des composants type CPU, GPU, RAM pour lui permettre d'aller plus vite, de la mémoire de stockage en masse pour vous permettre de mettre toutes vos musiques, tous vos films, etc. Donc on sait ce que ça doit comporter un smartphone. Le fait est que par contre, effectivement, on n'a pas de nouveauté dans les smartphones. On a peut-être du capteur d'empreintes, etc. Mais ça ne révolutionnera pas le smartphone comme le smartphone a été un élément qui a révolutionné la téléphonie mobile, notamment lorsque l'iPhone première génération était sorti. Donc on n'aura plus cette impression avec les smartphones de révolution, ça n'existera plus. Par contre, on aura des très belles évolutions techniques, technologiques, des téléphones double écran, des téléphones avec smartphone écran pliable. Là, on l'a déjà vu récemment, des smartphones avec écran courbe. C'était notamment le cas du LG G Flex, du Samsung Galaxy Round. Donc voilà, il y a d'évolution, il n'y aura plus de révolution, c'est en tout cas mon sentiment, et c'est pour répondre à cette question. Donc, est-ce qu'on arrive au bout de l'innovation? Si tu considères que l'innovation, Dorian, c'est effectivement quelque chose où ton téléphone doit changer complètement ta vie au quotidien, ben non, c'est fini ça, c'est fini. Aujourd'hui, par contre, les téléphones te permettront de jouer à des jeux de plus en plus puissants. On voit notamment des téléphones et des tablettes qui sortent maintenant qui sont capables de faire tourner des jeux de PS1. Donc, voilà, qui dit que plus tard on n'aura pas des téléphones qui sont capables de faire tourner des jeux de PS4, pourquoi pas. Donc affaire à suivre, c'est pas la fin, mais c'est sûr qu'il y aura moins de wow effect. Pollux qui me dit que penses-tu des marques françaises, notamment Arcos et Wiko? Eh bien, j'en pense que du bien. Et je vois qu'il y a un peu de vent, vous allez peut-être avoir un petit peu de perturbation. Là, vous l'avez compris, hein, je suis sur une terrasse d'ailleurs, une petite parenthèse, j'en profite qu'il fait beau aujourd'hui. Donc question de plus, enfin raison de plus pour faire une vidéo en terrasse. Mais du coup, vous allez entendre un peu de bruit et avoir un peu de vent dans la caméra. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner au niveau du son. Donc, pour reprendre la question de Pollux qui me demandait qu'est-ce que je pensais des marques françaises et notamment Arcos et Wiko, j'en pense que du bien parce que je suis très content moi d'avoir des marques françaises qui font du smartphone. Je suis un peu moins content quand je sais que ces marques qui font du smartphone ne font que à la limite les concevoir, c'est le cas d'Arcos, mais ne les fabriquent pas. C'est-à-dire que malheureusement, vous le savez, hein, les centres de production aujourd'hui, ils ne sont pas en France, d'ailleurs ils sont même plus largement pas du tout en Europe, ils sont en Chine, et ça commence à devenir un peu compliqué effectivement. Et bien pour les marques françaises, alors oui, je n'en pense que du bien, mais j'aimerais simplement quand même qu'il y ait... j'aimerais bien, voilà, petite parenthèse, j'aimerais vraiment qu'un jour les constructeurs reviennent en France, quoi, ou du moins en Europe, que l'on ait de la production en Europe. André qui me dit, que penses-tu des mobiles BlackBerry et de l'OS BB OS 10 en fait tout simplement. Alors là pour le coup, vous me connaissez, je parlais tout à l'heure de certaines marques que j'avais blacklistées. BlackBerry fait pas partie des marques que j'ai volontairement blacklistées. BlackBerry fait partie des marques qui ne jouent jamais le jeu avec nous. Nous c'est les testeurs en général, mais c'est plus particulièrement ici Top for Fun, à savoir que l'on ne reçoit jamais de BlackBerry en test. C'est-à-dire qu'ils ne nous prêtent pas les téléphones BlackBerry. Et comme, en toute honnêteté, courir après des constructeurs comme BlackBerry, ça me fatigue un petit peu, j'ai autre chose à faire, et puis il y a tellement de constructeurs derrière à gérer, j'ai décidé tout simplement de ne plus tester les téléphones BlackBerry, au moins jusqu'à ce qu'ils reviennent dans une meilleure situation intellectuelle vis-à-vis des testeurs et des journalistes en général. Donc BlackBerry ne fait pas partie des téléphones que je teste. J'en ai eu un titre perso, enfin un titre pro, j'avais eu un BlackBerry, c'était un Bold, c'était il y a 5 ans, quelque chose comme ça. J'avais vraiment pas aimé. L'OS à l'époque était vraiment pas bon. BBOS 10, je l'ai vu, j'ai pas eu l'occasion d'aller vraiment très très loin dans le détail, mais je l'ai eu dans les mains, je l'ai testé un petit peu ce BBOS 10. Bon, j'en pense que du bien, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Hein. BlackBerry a vraiment nagé dans un océan de complexité au niveau du système d'exploitation, il fallait un moment s'en sortir. Mais voilà, je peux pas dire grand chose de plus parce que je connais pas vraiment la marque. Voilà. Et puis je ne m'intéresse pas vraiment à la marque. Vassil qui me dit, penses-tu tester des tablettes et des objets connectés, bon, tracker d'activité, etc. Et alors, pour tout te dire, Vassil, oui, c'est déjà le cas en fait. Hein. Tu as peut-être l'impression qu'on n'en teste pas suffisamment, ou qu'on n'en teste pas du tout, mais c'est le cas, on l'en teste. Alors certes, beaucoup moins que les smartphones, parce qu'on s'appelle Top for Phone, on ne s'appelle pas Top for Tablette, mais il y a de fortes chances qu'à l'avenir, effectivement, il y a de plus en plus de tablettes, il y a de plus en plus d'objets connectés. Récemment, j'ai eu la LG G Watch dans les mains, alors j'ai pas fait de vidéo pour le coup,
parce que j'étais dans un rush, il fallait vite que je la rende, fallait que je la rende vite, pardon, et j'avais d'autres tests à faire malheureusement, mais donc je me suis attardé sur la LG Watch, c'est une montre sympathique, voilà, mais il y en aura de plus en plus des objets comme ça, des objets connectés, des tablettes, vous en verrez de plus en plus, sans que l'on perde pourtant l'identité réelle, profonde de Tough for Phone, c'est-à-dire du smartphone. On reste smartphone. Florent 2323 qui me dit: que penses-tu de la stratégie du constructeur de smartphone OnePlus? Donc la stratégie commerciale et la stratégie concurrentielle en particulier. Il me cite un exemple, en fait, tu me cites Florent, le fait de casser un smartphone pour avoir à 1 dollar le OnePlus One. Et d'ailleurs c'était des hauts de gamme, c'était du Samsung Galaxy Note 3, etc. Je crois que c'était des téléphones à 600 € qu'il fallait casser. Qu'est-ce que je pense de la stratégie du constructeur OnePlus One? Eh ben, OnePlus, j'en pense que du bien. Ils sont très très bons. J'en pense que du bien parce qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire faire parler d'eux, monter le buzz, avec un budget de communication qui est dérisoire. Ils font pas de publicité classique, avec soit sur le web de la bannière, soit dans la rue avec des affiches. Ils font pas ça, OnePlus. Par contre, ils sont extrêmement malins sur l'aspect marketing et marketing viral. Et ils ont compris quelque chose qui fait justement monter le viral, qui fait comprendre aux gens, enfin en tout cas qui fait parler les gens. C'est-à-dire que, primo, il faut avoir du téléphone, donc en matière de téléphonie c'est le cas, il faut avoir du très très bon téléphone avec des specs de dingue. Et ça, ils l'ont compris, ils l'ont fait avec le OnePlus One. Et deuxièmement, il faut le vendre à prix cassé. Et ils l'ont fait avec le OnePlus One. Donc la stratégie commerciale, elle est juste superbe. Ils ont compris ce qu'il fallait faire pour tacler des grands constructeurs avec un budget très limité. Est-ce que la stratégie justement marketing avec des exemples précis qui consistent par exemple à casser un téléphone pour l'avoir à 1 dollar, c'est le buzz, c'est comme ça, personne n'a forcé les gens qui ont cassé des téléphones à le faire, il n'y a eu aucune contrainte. Bon, il y en a qui l'ont fait, voilà quoi, ils ont eu le OnePlus One, tant mieux pour eux. Voilà. Moi j'ai plus été partisan quand même de me l'approvisionner, notamment par une boutique partenaire qui s'appelait Lantine, qui ça s'est très très bien passé, le test a été publié, voilà, mais encore une fois de plus, la marque, j'ai du respect pour OnePlus, parce qu'ils font du bon boulot. Ils font du bon boulot sur l'aspect marketing, ils font du bon boulot sur l'aspect conception. Alors, ils ont un petit peu bugué avec du cyanogène qui est pas super... il est efficace ce cyanogène sur le OnePlus One, mais il y a quelques petits bugs d'affichage, etc. Donc ça prouve qu'il y a encore un petit peu de jeunesse dans la marque. Samsung n'aurait jamais laissé passer ça. Mais bon, c'est pas catastrophique, le téléphone est parfaitement exploitable. Voilà, donc j'en pense que du bien. GFG99 qui me dit: pourquoi ne testes-tu pas plus de téléphones chinois? Donc il me cite des marques, donc tu me cites des marques, Zoppo, Océan, etc. C'est pas tout à fait vrai. Encore une fois de plus, vous avez peut-être l'impression qu'on ne teste pas suffisamment de téléphones chinois, mais regardez par exemple mes dernières vidéos, vous verrez que je ne teste quasiment maintenant plus que du téléphone chinois. Là je parle de moi, Marco, Raphaël, Étienne testent encore des téléphones de grandes marques européennes, en tout cas sur le sol européen, qui ont une forte notoriété sur le sol européen. Voilà, donc c'est juste un contexte, effectivement, et j'en teste de plus en plus. C'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui vous avez peut-être cette impression, GFG c'est peut-être le cas pour toi, mais regarde bien les dernières vidéos, tu verras qu'il y a de plus en plus de mobiles chinois qui sont testés par nos soins, en parallèle des téléphones que je viens de citer tout à l'heure, enfin des marques comme Samsung, HTC, LG, etc., que l'on teste encore. Donc en fait maintenant on en teste encore plus, et on en teste encore plus parce qu'on a rajouté les Chinois. Alors Poney qui me dit: penses-tu que HTC va rebondir sur le marché? Bah oui. Oui, c'est déjà le cas, notamment avec le HTC One M7 et M8, qui ont été quand même des succès commerciaux. Il le fallait. HTC avait vraiment une perte de vitesse colossale, perte de vitesse dans les ventes, donc forcément ça l'a amené à une situation qui était à peu près celle de Nokia, à savoir des pertes. Si ça continuait, ça pouvait être dangereux. Bon, là on sait qu'HTC n'est pas sorti encore de la zone rouge, ils sont encore un peu chahutés, mais je pense que du bien. Là encore une fois de plus, vous voyez, je pense qu'HTC va rebondir. Ouais. Je suis pas trop inquiet pour eux. Ils vont peut-être devoir faire quelques coupes, alors j'espère pas au niveau du personnel, ça serait dommage, mais ils vont devoir peut-être faire encore quelques coupes au niveau du catalogue. Ils ont deux gammes aujourd'hui, principalement ils ont la One et la gamme Desire. La gamme Desire c'est un peu l'entrée moyenne de gamme, il y a peut-être trop de mobiles dans la gamme Desire encore. Dans la gamme One par contre ils sont arrivés à quelque chose qui est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus compréhensible, et qui justement pour le consommateur moyen, lambda, dont je fais partie d'ailleurs, permet de mieux s'y retrouver. Enfin voilà, ça permet de mieux s'y retrouver, de ne pas naviguer dans un univers de téléphone décliné, comme certains constructeurs sud-coréens savent si bien le faire, pour peut-être, c'est une stratégie, de nous embrouiller, nous consommateurs. Alors Godobé qui me dit: que penses-tu de la surcouche Sony? Pour moi Sony est une marque qui fait de la bonne surcouche.
pas de la très bonne, j'allais dire très bonne, mais c'est pas le cas, ils font de la bonne surcouche, à savoir que notamment, si je devais faire un palmarès des meilleures marques de constructeurs qui font des meilleures surcouches, je mettrais Samsung en haut, parce que c'est, même si c'est pas forcément la meilleure surcouche aux yeux de certains, c'est quand même la plus complète. Hein. Samsung, c'est vraiment le constructeur qui fait de la surcouche, mais de fou. Hein. Il y a des effets spéciaux de partout, il y a des fonctions de partout, c'est le must, quoi. Derrière, je mettrais juste LG. Parce que bon, c'est un autre sud-coréen, ils sont à peu près dans la même veine, c'est-à-dire que quand Samsung fait quelque chose, on sent qu'LG est pas trop loin, LG des fois sort une innovation avant Samsung, Samsung rattrape, on sent que les deux sont vraiment, du fait qu'ils sont voisins, on sent que les deux sont toujours en train de se tirer la bourre. Bon. Quoi qu'il en soit, voilà, je mettrai LG en 2. Pour moi, la surcouche LG, c'est quand même celle, et vous me connaissez parce que j'ai du téléphone LG en personnel, c'est quand même la meilleure, à titre personnel, parce qu'elle n'est pas trop gourmande, elle n'est pas aussi complète que Samsung, et donc elle permet d'être un petit peu plus intuitive, un peu plus efficace. En dessous, je mettrai HTC avec Sense, qui à mon sens aussi est une très bonne surcouche, mais un peu moins complète encore. Et puis Sony, je le mettrai en 4e. Et alors à ce niveau-là, j'en mettrai plein d'autres, parce qu'il y a plein de constructeurs qui font à peu près comme Sony, à savoir du design, quelques fonctionnalités de plus, mais pas de révolution au niveau du système, mais quelque chose juste qui est là pour donner un petit ton plus gai au niveau d'Android, parce que Android c'est franchement tristoun de base. Quand vous prenez un Android de base, ouais, bon, bah, côté design, c'est pas trop ça, quoi. C'est vraiment sommaire. Et intuitivité, oui, c'est sûr que c'est intuitif parce qu'il y a beaucoup moins de choses que dans les Android surcouchés. Mais voilà, donc finalement, Sony, je le mettrai en 4e en termes d'intérêt de surcouche. Alors c'est beau, c'est propre, mais voilà, c'est pas révolutionnaire, ça fait ce qu'il faut. Voilà. Briac qui me dit, penses-tu qu'il y aura des smartphones avec double slot micro SD? Alors pour le coup, pas du tout, je pense pas en fait. Pourquoi? Parce que les slots micro SD sont prévus pour comporter, enfin pour tolérer des capacités micro SD de plus en plus importantes. On le voit notamment avec des constructeurs qui font aujourd'hui des slots micro SD jusqu'à 128 Go. Il faut savoir que dans les cartons des constructeurs, donc notamment de ce genre de petits composants, il y a des slots micro SD, donc tout ce qui va avec derrière en soft, qui doit arriver prochainement c'est dans les 1 an, 2 ans, je dirais plutôt 2 ans, à tolérer des micro SD qui iraient jusqu'à apparemment 2 Tera, donc ça serait très conséquent. Après, la seule limitation aujourd'hui qui fait que, on n'est pas 2 slots micro SD dans les téléphones, mais c'est que ça prend de la place. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une chasse à la taille au smartphone, donc le smartphone le plus compact, ou en tout cas le plus fin, parce qu'ils sont de plus en plus grands avec les écrans, mais le plus compact, c'est-à-dire en épaisseur le moins épais. Donc je ne suis pas certain que les constructeurs aient envie de mettre 2 emplacements micro SD, je ne suis pas certain que ça réponde non plus à la demande du marché. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs qui soient arrivés au stade de saturer une 64 Go, de se dire tiens, il m'en faudrait une deuxième. Et pourquoi je cite une 64 Go comme j'évoquais il y a quelques instants, c'est parce que oui, il y a des capacités qui vont être au-dessus, 128 c'est le cas aujourd'hui, mais une carte 128 Go aujourd'hui ça coûte presque 120, 130 euros, c'est presque 1 euro le giga, et ça fait cher, ça fait cher. Donc finalement, voilà, donc tout ça pour dire que non, je pense pas qu'il y ait de double emplacement micro SD, je pense qu'on en aura des monos, comme toujours, alors soit on en a, soit on n'en a pas, ça dépend des téléphones, et je pense tout simplement qu'ils vont avoir des capacités de stockage autorisées de plus en plus importantes, voilà, c'est juste ça. Voilà, ça me rappelle aussi à l'époque on avait des PC avec des floppy disks, donc des disquettes, hein. Bon ça remonte un petit peu, hein. On n'avait pas de emplacement de disquettes, hein. Ça servait à rien du tout, de toute façon le PC pouvait pas les faire tourner en même temps. Mais bon, trêve de parenthèse, non je pense pas qu'on en aura. Kiki qui me dit, penses-tu qu'on atteigne un plafond technologique dans cette course aux processeurs toujours plus puissants et aux écrans en résolution toujours plus élevée? Ça rejoint une question que l'on avait tout à l'heure sur la fin de l'innovation. Alors, est-ce que je pense qu'on atteigne un plafond technologique? Bah non, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'aura plus le wow effect, on aura par contre toujours des évolutions encore et toujours. Dans le sens où aujourd'hui, par exemple, LG a sorti un écran sur son LG G3 qui est un écran 2K, il y aura des écrans 4K, c'est sûr, il y aura des écrans 4K courbes, voilà, donc il y aura des écrans encore plus grands, encore plus beaux, on va arriver à un niveau de qualité sur smartphone, au niveau de l'affichage, qui sera supérieur, c'est déjà le cas en fait, à celui de la télévision, quoi. Il y a des téléviseurs qui n'arrivent pas à gérer la qualité d'image aussi bien que des smartphones. Donc, bon, non, on n'est pas arrivé au niveau plafond à ce niveau-là. Les écrans sont toujours de plus en plus gros, de plus en plus beaux. Là, il faut savoir qu'on parle de 4K, les constructeurs apparemment ont déjà dans leur carton le 8K. Hein. Donc bon, c'est comme ça. Et au niveau processeur, bah non, forcément, on ne va pas arriver au niveau du plafond parce que le matériel classique et le matériel PC notamment et le matériel console sont des matériels qui ont des composants de plus en plus puissants. Forcément, la Xbox One par exemple est nettement plus puissante que la 360, la PS4 nettement plus puissante que la PS3, etc. Et les smartphones vont dans ce sens, c'est-à-dire qu'ils sont en train de rattraper le retard en termes de vitesse, de performance pure par rapport à des appareils qui sont des appareils, vous l'aurez remarqué, qui ont quand même des gabarits nettement plus imposants.
Donc ce qui fait qu'à terme, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a de fortes chances que des smartphones dans les 2 ans à venir soient suffisamment puissants pour faire tourner des jeux de PS3 par exemple. On est vraiment en train d'y aller. On est vraiment en train d'y aller. Voilà, donc on n'est pas au plafond, au contraire. Par contre, je pense que le smartphone va finir par s'aligner en termes de composants sur du matériel, on va dire, plus classique. Jacques SWR, c'est un peu compliqué comme pseudo, j'aurais du mal à le prononcer. Donc, que penses-tu de l'arrivée des smartphones dits low cost? Cela aura-t-il une incidence réelle sur les prix qui, d'ailleurs, subissent une inflation inquiétante? Bah, c'est déjà le cas, hein. Les smartphones low cost, ça a été la réponse d'un certain nombre de constructeurs, et dont notamment certains qui ont été très malins. Alors, j'ai dit constructeurs, mais c'est pas le cas, Wiko, qui ont réussi à se positionner au bon moment, sachant qu'effectivement, en Europe, plus largement, il y avait un petit contexte de crise où les consommateurs étaient de plus en plus vigilants au prix du smartphone, surtout que maintenant on achète, notamment en France, vous le savez, les téléphones hors pack, de plus en plus hors pack, notamment grâce à l'arrivée ou via l'arrivée de Free qui a cassé le marché et qui a fait qu'aujourd'hui les utilisateurs, vous, moi, achetons nos téléphones généralement pardon, hors pack plutôt que dans un pack. Donc les téléphones low cost, oui, ils ont leur intérêt, oui, ils ont une incidence sur le marché parce qu'on l'a vu, les constructeurs eh bien, sortent des gammes, les grands, hein, les historiques, sortent des gammes qui sont dites des gammes low cost, entrée de gamme, moyenne de gamme. Donc ça a fait baisser le prix du smartphone et ça va continuer parce que les constructeurs chinois vont arriver apparemment, ils sont déjà en train de prévoir ça dans leur carton, d'arriver en masse en Europe. Donc on va avoir des téléphones chinois vendus à très bas prix, ce qui va sûrement encore une fois de plus casser le marché, casser le prix. Par contre, à côté de ça, oui, il reste des téléphones qui sont de très très haut de gamme, parce que c'est normal, il en faut des téléphones de luxe en gros. Quoi. Un Samsung Galaxy S5 qui vaut plus de 600 euros, c'est un téléphone de luxe, c'est de l'ultra haut de gamme, et il en faut. Par exemple, c'est exactement la même chose dans le monde automobile. Quand vous allez acheter une Twingo, bah oui, c'est une téléphone low cost, c'est une voiture low cost, pardon, c'est une voiture qui vaut pas trop cher, pareil pour une Dacia. Mais à côté de ça, chez Renault même, vous avez des voitures qui valent 40 000 euros et plus, et puis vous avez d'autres constructeurs qui sortent des Rolls-Royce, des Ferrari, etc. Donc c'est normal, voilà. Donc on a un marché qui a tendance effectivement à revoir ses prix à la baisse, et c'est tant mieux pour le consommateur. Et de l'autre côté, bah, il reste quand même des téléphones très haut de gamme pour vous donner envie, hein, pour vous vendre du rêve. Après, est-ce que vous êtes capable de vous offrir ce rêve ou pas, ça c'est autre chose. Mais ils sont là, et ils resteront encore, et ça restera longtemps encore comme ça. Sinon l'iPhone 6 ne marcherait pas aussi bien en termes de commercial, hein, parce que bon, le téléphone en lui-même c'est autre chose. Bon, on en reparlera, je pense que je vais le tester prochainement. André qui me dit: comment expliques-tu le fait que les marques chinoises arrivent à commercialiser des smartphones ultra haut de gamme pour un prix qui défie toute concurrence, alors qu'ils comportent les mêmes composants que certains autres téléphones haut de gamme, donc Samsung Galaxy S5, HTC One, Nokia Lumia 1520, etc., LG G3. Bah, c'est très simple. Un constructeur chinois est un constructeur qui n'a pas une masse salariale, donc un coût de masse salariale, le coût de l'employé aussi important qu'une marque dite européenne, sud-coréenne, américaine. Donc déjà, tu as une économie, ne serait-ce qu'au niveau du personnel. Il y a une deuxième économie, c'est que généralement ces marques chinoises sont soit détentrices, soit très fortement affiliées à un producteur, donc l'usine de production. Ça aide aussi à réduire les prix. Il y a un troisième aspect qui est sans doute en fait finalement le principal, c'est qu'ils ne font pas de pub, ou alors très très peu. Il faut bien prendre en considération le budget pub dans l'achat d'un smartphone. Ça coûte généralement un sacré paquet, c'est-à-dire que quand vous allez acheter votre mobile de 100-300 euros, dites-vous qu'il y en a une cinquantaine qui partent directement dans les budgets publicitaires. Voilà. Donc, notamment, regardez le Samsung Galaxy S5, les campagnes de pub qui ont eu lieu sur ce téléphone, ça vous prouve bien qu'un constructeur aujourd'hui comme Samsung, un sud-coréen, quand ils font un lancement de produits haut de gamme, ils investissent massivement en pub. Apple, regardez les budgets pub colossaux qui sont investis. Alors, certains disent que c'est les opérateurs qui investissent à la place d'Apple, c'est vrai, mais au final, ça se retrouve bien quelque part. Bon, quoi qu'il en soit, oui, les téléphones chinois, donc pour reprendre la question, les constructeurs chinois arrivent à proposer des prix bas parce qu'ils ont des coûts qui sont moindres. Et comme ils ont des coûts qui sont moindres, forcément ils arrivent à répercuter sur vous une baisse du coût de revente, enfin une baisse de ce coût de revente. Hein. Puis autre partie, c'est qu'ils sont moins gourmands apparemment. Certains margent un petit peu moins que les autres marques. Apple est une marque qui est juste scandaleuse au niveau de son taux de marge. C'est scandaleux. Eh bien, les constructeurs chinois sont un petit peu moins gourmands quand même, et permettent d'avoir des téléphones donc qui sont moins chers. Et c'est pas innocent. Hein. Si les téléphones chinois aujourd'hui sont vendus à si bas prix, c'est parce que tout simplement ils veulent, je veux dire concrètement, ils veulent éclater la concurrence. Les constructeurs chinois sont aujourd'hui en mode guerre. Ils sont là pour tacler les concurrents. Alors aujourd'hui, ils sont sur leurs marchés nationaux, hein, c'est la Chine, parce que le marché national chinois, il est juste énorme, et ça leur permet déjà, ça permet aux 20 ou 30 marques qui sont déjà existantes là-bas de s'affronter et quand même de survivre et de se faire des beaux revenus.
Mais dites-vous qu'ils sont déjà en train de préparer l'arrivée massive en Europe, ils sont en train de préparer l'arrivée massive aux États-Unis. Si Lenovo a racheté Motorola, c'est pas pour rien. Donc dites-vous que ça va être sanglant. Les constructeurs chinois vont nous proposer des trucs assez sympas pour pas cher, tout simplement pour éclater les concurrents et pour prendre le marché mondial. Voilà, donc ça va arriver. Et c'est déjà en train de... On en aperçoit quelques petits exemples. Pas tous, qui me dit, que penses-tu de Windows Phone 8.1? Penses-tu qu'avec cette mise à jour, Microsoft rattrape son retard? Bah oui. Il est clair que la 8.1, c'était quand même ce qu'il fallait sur Windows 8. Il y a quand même quelques belles petites innovations. C'est encore une fois de plus pas une révolution, mais enfin c'était des petits manques. Des notions de notification qui n'étaient pas très bien gérées par Windows 8 sont nettement mieux gérées par Windows 8.1, le chariot déroulant, etc. Il y a tout un tas d'innovations. Cortana, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'expérimenter jusqu'à maintenant. Mais oui, non, selon moi, c'est quand même le truc qu'il fallait pour Windows 8. Alors, rattraper son retard, je vois peut-être où tu veux en venir, pas tous, c'est peut-être aussi sur le catalogue de jeux, etc. Donc là-dessus, il y a encore du retard, beaucoup. Mais sur l'aspect système d'exploitation en lui-même, je pense qu'on est sur un très bon OS maintenant, avec 8.1, sachant que le 8, je l'aimais déjà bien. Le 8.1, pour moi, c'est vraiment une bonne petite évolution, c'est sympa. Ryan qui me dit, penses-tu que le nombre de jeux sur Windows Phone va augmenter? Justement, ça va avec la question précédente. J'espère, mais ça fait déjà 1 an et demi que j'espère. Donc il y a des studios comme Gameloft qui ont commencé à travailler de manière correcte en portant leurs jeux qui étaient initialement sur iOS, puis sur Android, sur Windows Phone. Bon, il reste quand même du retard. Il reste quand même un sacré paquet de jeux sympas qui ne sont pas portés sur Windows Phone 8. Salut le chien. Qui devrait l'être. Pourquoi les studios ne le font pas? Pourquoi les éditeurs de jeux vidéo ne le font pas? Tout simplement parce que Windows Phone, ça reste encore 15% de part de marché, je crois. C'est pas non plus très important en comparaison d'Android, bien sûr, qui détient plus de la moitié du marché. Donc, éditer un jeu, ça coûte. Le porter sur un système, ça coûte encore. Et quand vous allez toucher 3 fois moins de personnes que sur un Android, par exemple, forcément, l'éditeur de jeu n'a pas envie de travailler sur Windows Phone. Décidément, désolé pour le bruit, c'est l'aspect terrasse qui veut ça. Oui, parce que j'ai une terrasse, faut bien que je me la raconte un peu. Bon, tout ça pour dire, en fait, pour revenir à la question de Ryan, est-ce que ça va augmenter? J'espère. Est-ce que ça va le faire rapidement? Je doute. Là, j'ai trop espéré pour avoir maintenant cette illusion que Windows Phone 8 va se doter d'un catalogue de jeux vidéo comme ça, absolument explosif du jour au lendemain, sachant qu'en plus le constructeur, Microsoft derrière, donc, qui est devenu constructeur parce qu'ils ont Nokia, a lui-même avoué à demi-mot que Windows Phone c'était principalement un système d'exploitation business. C'est un peu une manière d'enterrer BlackBerry, de dire que BlackBerry, ils sont un peu finis, et qu'à la place il y a Microsoft et Nokia qui sont là pour prendre la place, donc business. Après, avec le temps, est-ce que Windows Phone va pas devenir un OS beaucoup plus généraliste, grand public? Pourquoi pas. Mais c'est un système qui est tellement verrouillé par Microsoft que c'est un peu compliqué. On ne peut pas surcoucher par exemple un Windows Phone, on ne peut pas. Donc voilà, c'est moins libre, c'est moins ludique. Mais c'est nettement plus intuitif et ergonomique, c'est pour ça que j'adore cet OS. Bon allez, fin de parenthèse. Donc on va passer sur des questions qui sont plus liées à l'actualité, pas du tout, qui sont, si un peu en partie, mais qui sont plus liées à l'équipe, qui sont plus liées aussi à l'évolution de l'équipe, au site, Tough for Fun, qu'est-ce qu'on va en faire, où on va, que va-t-on devenir, etc. L'avenir, parce qu'on sait lire dans le mar de café nous, et donc on va vous dire tout ça. Allez, donc juste le temps de boire un petit verre. Et de reprendre. Alors Ninouille de Lyon, Ninouille de Lyon d'ailleurs, qui m'avait posé une question que je salue au passage, parce qu'elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle essaie de faire des tests. Donc bon courage à toi d'ailleurs pour cette chaîne YouTube. Alors Ninouille, qui me dit comment se passent les recrutements des testeurs ou des modérateurs? Ninouille, tu le sais puisque tu m'avais contacté, mais bon, ça me permet aussi de rebondir et de répondre à tout le monde. C'est très simple, hein. Les testeurs chez nous, ils sont recrutés alors sur la base d'un CV, c'est toujours un peu mieux. Même si on n'est pas professionnel, même si on n'est pas une entreprise, malheureusement pour les testeurs qui veulent rentrer chez nous, je regarde quand même un peu ce qu'ils ont fait avant de vouloir postuler chez nous. On n'a pas de conditions au niveau du métier actuel, c'est-à-dire que, c'est quand même assez particulier ce que je suis en train de vous dire, c'est que on n'a pas de conditions particulières, c'est-à-dire que Alex, par exemple, qui est testeur chez nous, n'est pas journaliste de formation, il n'est pas journaliste de métier. Par contre, c'est un passionné de smartphone, donc ce qui fait qu'il en a déjà depuis des années, il collectionne un peu les smartphones à sa manière. Et finalement, donc, de fait, il a une connaissance très approfondie, très précise des smartphones. Il est à la limite du journaliste. Et par contre, pour le coup, Étienne et Raphaël sont des journalistes. Ils sont des journalistes de formation, ils sont des journalistes de métier. Pour ma part, vous le savez, je ne suis pas journaliste du tout, mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que
Le testeur chez nous ne doit pas avoir forcément une carte de journaliste, par contre il doit avoir une très belle expertise au moins du smartphone, comprendre comment ça marche, ça c'est le minimum. On ne prend que des passionnés, toujours. Et enfin, dernier critère, on ne prend que des personnes majeures. Parce que, en toute honnêteté, on sait que de travailler, alors c'est pas du travail parce que c'est pas professionnel, c'est pas rémunéré, mais on sait que de travailler avec des mineurs peut être très très compliqué. Et je suis très très vigilant sur cette notion-là. Donc voilà, donc il faut être majeur, avoir un CV qui tienne la route, avoir une très bonne connaissance, une expertise du milieu du smartphone, peut-être avoir travaillé dans le milieu du smartphone, parce que moi je ne suis pas journaliste, mais vous savez, j'ai travaillé pendant de longues années chez les opérateurs de téléphonie, et j'ai moi-même été responsable d'un certain nombre de boutiques en ligne d'opérateurs, pardon. Donc les téléphones, je les connais, et forcément je connaissais les constructeurs derrière, parce que je les voyais pour voir quels étaient les téléphones que l'on allait mettre dans les catalogues. Voilà, donc il faut savoir, il faut connaître, c'est juste ça. Il faut savoir écrire surtout et savoir se filmer, ça c'est une autre chose. Enfin bon, c'est pas le cas d'Alex, mais Alex sait très très bien écrire. Switcher qui me dit quel matériel utilisez-vous pour faire vos vidéos. Je vais te parler. Alors, pour le montage, c'est très simple, on utilise des softwares professionnels et on achète du matériel, enfin on a du PC. Donc voilà, tout ça pour rebondir sur ta question, on est PC, tout simplement. Pour le matériel de tournage en lui-même, on utilise des caméras qui sont des caméras Full HD, qui sont des caméras moyenne gamme, qui sont des JVC. Alors on a acheté 2 modèles différents et on a 3 caméras au total. On a des JVC GZ X215 ou 315, je ne sais plus. Enfin, c'est la version qui est Wi-Fi, mais ça apporte pas grand-chose, mais elle est Wi-Fi. Bon, c'est d'ailleurs la caméra avec laquelle je suis en train de me filmer en ce moment même. Ce sont des caméras qui sont des moyennes gamme, qui valent 300-400 € maximum, qui font très bien leur boulot. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'insiste bien sur cette caméra? Parce qu'il y a d'autres testeurs, parce que je connais très bien certains des autres testeurs, parce que forcément on est toujours aux mêmes événements ensemble, on prend des verres ensemble. Bon voilà, le monde est petit et on finit toujours par se retrouver et forcément on compare nos différents matériels. Je ne parle pas de ce qui est... bon, vous voyez bien de ce que je veux dire. Bon, quoi qu'il en soit, pour revenir à cette question, la caméra en elle-même, il n'y a pas besoin d'avoir une caméra à 2000 € pour faire du test de smartphone ou de tablette. Les caméras, plus vous allez monter dans les prix en général, plus elles ont des optiques de ouf, avec des profondeurs de champ de malade et autres. Les caméras qu'on utilise pour faire du test de smartphone, elles n'ont pas besoin d'avoir des profondeurs de ouf, de champ de ouf. Vous êtes sur un téléphone qui est posé sur une table, là à la rigueur, je suis en train de me filmer les visages, mais il n'y a pas besoin d'avoir une profondeur de champ de ouf avec un décor derrière qui ressort nettement. C'est pas le problème. Voilà, donc en gros, il y a des testeurs qui achètent des caméras qui valent 2000 €. Ils se font plaisir. J'espère qu'ils font autre chose que des tests de smartphone avec des caméras à 2K, parce que sinon c'est dommage. Il y a des testeurs américains notamment qui ont acheté des caméras 4K. Là je trouve ça plus intelligent. Parce que acheter une caméra à 2000 € pour avoir du 1080p, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement ça ne m'intéresse pas. Des caméras 4K, bon pour le coup là elles valent nettement plus cher, elles valent plusieurs milliers d'euros. Ça vaut son prix, mais les caméras 4K elles ont un intérêt, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir filmer aujourd'hui en 4K et avoir donc dans toute la continuité de votre chaîne des vidéos qui seront en 4K, sachant que la 4K c'est quand même la prochaine définition qui va devenir le standard. Donc voilà, nous on filme, enfin pour revenir à ta question, Switcher, on filme tout simplement avec des caméras Full HD, JVC, GZ, je sais plus combien, qui valent entre 300 et 400 €. Bon, de bonnes petites caméras qui font bien leur travail. Cyril, et on a des parapluies photo ici, oui, c'est une petite parenthèse supplémentaire, on utilise des parapluies photo pour justement éviter d'avoir une lumière de mauvaise qualité, c'est-à-dire que la lumière doit être la plus blanche possible, la plus clean possible, il n'y a rien de tel qu'un parapluie photo, voire même 2 pour éviter les ombres, et voilà. Donc finalement, tu vois, on a des moyens qui sont relativement raisonnables, hein. On a une chaîne qui fait avec les moyens du bord et on s'en sort. Cyril 7178, comment l'équipe et toi vous organisez pour gérer l'ensemble des vidéos? C'est très simple. C'est super simple. En fait, on se répartit en fait les tests par marque. Vous l'aurez probablement remarqué, par exemple, Étienne fait énormément de Wiko. Parce que Étienne est le testeur chez nous, qui est le testeur attitré Wiko. Raphaël fait principalement entre autres, du Sony par exemple. Et à terme va faire par exemple du Motorola aussi. Pour ma part, je reste sur des constructeurs tels que LG, par exemple, ou encore Nokia, avec les Nokia gamme Lumia. Donc voilà, on se répartit un petit peu les téléphones en fonction aussi de ce qui nous plaît, enfin en tout cas des marques, on se répartit les marques en fonction de celles qui nous intéressent, en fonction des OS par exemple qui nous intéressent, et puis on avance comme ça, quoi. Et dès qu'une nouveauté sort au niveau d'un catalogue d'un constructeur précis, eh bien on sait automatiquement quel est le testeur qui va s'en occuper. Voilà, donc c'est extrêmement simple, en fait on raisonne par marque, c'est ni plus ni moins que ça.
Manu qui me dit, est-ce que Étienne, Raphaël et Alex feront des apparitions dans les facs? Peut-être. Et je dirais même probablement. Il y a des chances. Voilà. Donc il y aura des choses qui vont se passer. Est-ce que ça sera en 2013? En 2013 c'est déjà fini. Est-ce que ça sera en 2014 ou en 2015? On verra. Mais il va y avoir des évolutions. Il va y avoir des choses. Tristan, quand vous voulez faire un test de téléphone, vous devez à chaque fois écrire une lettre ou faire quelque chose de spécifique auprès du constructeur? Bon, non, pas du tout. En fait, on envoie un email. On demande au constructeur où on lui passe un coup de fil. On demande au service presse du constructeur en général. C'est pas le constructeur lui-même, c'est le service presse. Le constructeur, c'est dans de très très rares cas. On demande en général au service presse du constructeur de nous prêter le téléphone dont on a envie que l'on a envie de tester. Alors soit ils l'ont de disponible, parce qu'il faut savoir que tous les téléphones ne sont pas fournis par les constructeurs au niveau des services presse, des fois ils n'en ont pas. Quand vous voulez tester à l'entrée de gamme chez un constructeur, la plupart du temps le service presse ne l'a pas. Le service presse a les moyens et haut de gamme. Donc les entrées de gamme, il faut se débrouiller, ou alors il faut réclamer un peu fortement, en insistant un petit peu auprès du constructeur et du service presse justement, et bien d'avoir un produit qui sort du stock pour aller au service presse. Bon. Voilà, mais on n'a pas grand chose de particulier à faire, on est dans le relationnel, ils commencent à nous connaître, ça fait déjà plus de 3 ans que l'on existe, on a fait plus de 600 tests, voilà, on se connaît, maintenant quand on a envie de tester un téléphone, en plus ils ont confiance en nous parce qu'ils savent qu'en général ça se passe toujours bien, 99,9% du temps ça se passe très bien. Je dis ça se passe très bien parce que même si on a la liberté de ton et on dit ce qu'on veut au niveau du mobile, donc si on a envie de descendre le mobile, on le descend et on ne se prive pas de le faire, on ne casse pas les matériels. Donc ils savent qu'avec nous, le téléphone nous est prêté, il est retourné, il est rendu en bon état. On ne fait pas des drop tests avec les téléphones. Même si vous me voyez dans les vidéos faire des tests de flexion, donc il y a certains constructeurs qui apprécient pas trop ça en fait d'ailleurs, parce qu'ils ont toujours peur que je pète l'écran ou qu'il arrive une mauvaise histoire pendant la vidéo. Mais bon, voilà, donc ils nous font confiance et ça se passe vraiment très bien. C'est-à-dire qu'avec les constructeurs que vous voyez représentés aujourd'hui sur la chaîne de Top 4 Phone, bah, c'est super facile, c'est super fluide. Et c'est aussi, voilà, c'est un peu la conséquence positive, là je vais m'enorgueillir un petit peu de ça, mais c'est un peu la conséquence positive quand même d'avoir fait plus de 600 tests comme je vous l'évoquais. Parce qu'à un moment donné, on a montré que Top 4 Phone c'était un testeur qui était sérieux. Je parle pas de moi, ou de Raphaël, ou d'Étienne, ou d'Alex. On a montré qu'on était responsable chez nous. Questions supplémentaires, alors c'est plutôt des questions qui portent sur moi, Marco, me, myself and I, et Marco, qui es-tu quoi. Donc, Kent59 Varroc Q. Es-tu fâché avec Apple? Es-tu toujours fâché avec Apple? Eh ben, Kant ou Quentin, si c'est ton prénom, est-ce que je suis toujours fâché avec Apple? Oui, clairement, la pilule ne va pas passer. Je vous dis honnêtement, j'ai eu l'iPhone 4, vous savez, j'ai eu le fameux antenna gate de l'iPhone 4. Le manque de respect de la marque vis-à-vis de l'iPhone 4 et des clients qu'il avait acquis m'a profondément énervé. Et je le reste encore aujourd'hui, puisque c'est un téléphone qui valait 600 €, je crois, à l'époque. C'est pas prêt de passer. D'un autre côté, comme je vous l'ai évoqué il y a quelques instants, je vais faire le test de l'iPhone 6. Donc je vais quand même être relativement intelligent, je vais m'abstenir de prendre un parti pris sur la marque en tant que telle pour ne m'attarder que sur le matériel en lui-même, le système d'exploitation. Parce que je suis quand même relativement intelligent pour vous dire que, et pour faire la part des choses, pour vous dire que finalement iOS fait partie des 3 meilleurs systèmes d'exploitation au moment. Il y a Android, iOS et Windows Phone. Et ce sont les 3 meilleurs systèmes d'exploitation pour moi. Donc vous voyez, je reconnais bien qu'iOS est un bon système. Et je reconnais aussi que Apple fait de très bons mobiles. En termes de qualité de fabrication, c'est génial. Il y a un vrai souci du détail, les matériaux sont super bien pensés, c'est du verre ou de l'aluminium, etc. C'est très bien réfléchi, donc il y a de la vraie qualité de fabrication. Ils sont toujours un petit peu en retard par contre au niveau spec, ça c'est quelque chose, mais ça fonctionne toujours très bien. C'est la marque en elle-même qui m'a énervé, cet aspect très imbu, hautain de la marque, d'autant plus que la marque ne prête pas ses téléphones, je le rappelle. Donc des petits testeurs comme Tough or Fun, même si on a acquis notre réputation, même si on a fait notre réputation, et que toutes les autres grandes marques, Samsung, LG, HTC, etc. nous respectent, eh bien, il y en a un, ou deux plutôt, qui nous snob, il y a BlackBerry que j'ai évoqué tout à l'heure, et Apple. Voilà. Et est-ce que c'est parce qu'ils sont américains? Peut-être, je sais pas. Enfin non, BlackBerry est canadien, québécois. Non, canadien. Pour le coup, Apple est américain. Donc est-ce que c'est parce qu'ils sont nord-américains que finalement les testeurs en France et notamment en Europe ne les intéressent pas? Peut-être, on ne sait pas. Titop qui me dit quand es-tu passionné par les nouvelles technologies? Quand es-tu passionné par les nouvelles technologies? Je pense que c'est plutôt ça. En fait, il faut savoir que j'ai toujours baigné dans la techno. Alors, pas parce que mes parents, ma famille en général baignent dans la techno, c'est tout simplement parce que j'ai eu la chance quand j'étais môme, mais vraiment minot,
d'avoir un Amstrad CPC 6128. Alors je crois que je l'ai eu à 5 ans. À l'époque c'était la révolution, à l'époque c'était un PC de fou furieux. Ça a été d'ailleurs le premier ordinateur qui a implanté l'utilisation du mobile, de l'ordinateur personnel. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai pris goût en fait, j'ai eu cette chance là. Après j'ai toujours été un petit peu jeu vidéo. Donc depuis que je suis môme, donc avec l'Amstrad notamment, il y avait des jeux vidéo sur disquette à l'époque. Moi j'avais la version disquette, hein, c'était le luxe. Hein. Puis des consoles de jeux, puis le smartphone. Oui, j'ai commencé à avoir des smartphones dans les années 98-99, je crois. Bon, la téléphonie démarrait tout juste en France. Hein. On était vraiment à la genèse. Et puis ouais, je suis resté dedans. Quoi. Ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours été assez sensible à tout ce qui était techno, geekerie, gadget, mais du moment que ça aide au niveau de la vie quotidienne. Quand c'est un objet qui est là pour pourrir la vie quotidienne, là je vais tacler un peu, mais comme les montres connectées qui ont des batteries qui durent une journée et demie, en général ça ne m'intéresse pas des masses parce que ça n'a aucun apport, ça ne fait qu'énerver plutôt qu'améliorer la vie quotidienne. Donc j'aime bien tout ce qui est techno, mais il faut d'ailleurs, et c'est une autre question, il faut d'ailleurs que ça soit vraiment un apport, que ça aide vraiment dans la vie de tous les jours. Enfin, en tout cas que ça soit utile. Ah, hop là. Alors question de Anthony, je me rends compte qu'il y a toujours du vent, il va peut-être pleuvoir là du coup. Hein. Anthony qui me dit quelle est ta future moto? Quelle serait ta future moto? Alors ma moto d'aujourd'hui, celle que j'utilise quasi quotidiennement d'ailleurs, c'est une Phaser, c'est pas une Phaser, faut pas se tromper sur les termes. Phaser c'est la version carénée. C'est une Yamaha FZ6 NS2. Alors c'est long, ça veut peut-être pas dire grand chose. Les constructeurs comme Yamaha ont l'habitude de mettre des noms de code pour leur moto, c'est assez compliqué. Donc la Yamaha Phaser, c'est la version carénée de cette même moto que j'ai. Donc la Yamaha FZ6, donc c'est le 600, c'est une moyenne cylindrée, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est une mid-size pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la version N, donc N pour Nike, donc elle n'est pas carénée, c'est la version S2, ça veut dire qu'elle a la deuxième évolution du moteur. D'ailleurs ça a été la deuxième et ça a été la dernière. Donc c'est une moto qui fait 98 chevaux, puissance dynamique, puissance fiscale, je ne sais même plus combien elle en fait. Je sais même plus, enfin bon, c'est une moto qui est largement suffisante pour mes besoins actuels, c'est-à-dire me déplacer avec une moto agile, efficace, qui ne consomme pas des masses, sauf quand on commence à taper dans les tours. Bon, une moto sympa. Mais quelle serait, donc pour répondre à la question de Anthony, quelle serait ma moto, la moto de rêve quoi. Alors si c'était une moto de rêve sans avoir aucun compromis, ça serait probablement la Ducati Hypersport, type Panigale. Pour le coup, par contre, il faut savoir que ces Ducati qui sont très très belles, qui ont des moteurs avec des sonorités de dingue, juste sublimes, qui sont très très bien faites, très bien construites, enfin, juste elles sont magnifiques ces motos. Hein. Les Ducati, en général, c'est de très très belles motos. Le problème, c'est que pour être déjà monté dessus, c'est inexploitable en usage normal. C'est-à-dire que c'est des motos qui font appel à la vitesse. Pour avoir des bons angles, pour tourner correctement, il faut les mettre dans des vitesses excessives, quoi. Et donc finalement c'est des motos qui sont inexploitables. Donc c'est des motos qui seraient presque belles et qu'il faudrait presque laisser dans un garage, quoi. Dans un garage avec de la moquette dessous, etc. Pour des motos qui sont plus exploitables au quotidien mais qui ont du coffre, il y a les CBR par exemple, CBR 1000, plus exploitables, beaucoup plus sympa. Mais encore une fois de plus on est dans la catégorie Roadster. Il y a aussi la Kawasaki Z1000, voilà, typiquement beaucoup plus sympa. J'avais d'ailleurs essayé la Z1000 SX. Très belle moto, carénée, donc soi-disant on pourrait se dire que ça protège du vent et donc on pourrait se prendre des bonnes vitesses sur autoroute en Allemagne et être bien protégé, pas du tout. En fait le carénage est tellement bas que ça sert à rien, donc il vaut mieux une version naked. Donc voilà, pour répondre à cette question, ça soit une hyper sport mais que je mettrais sur une moquette dans un garage comme une œuvre d'art, soit une moto beaucoup plus exploitable comme une Z1000. Voilà. Mais finalement, c'est un peu comme les téléphones, je vous l'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente, je suis très opportuniste. En fait, j'achète quelque chose qui me semble bon à un moment donné parce que ça correspond aussi à mon usage. Aujourd'hui, la FZ6 que j'ai, est une moto qui commence à être un peu vieillissante, mais elle marche vraiment terriblement bien. C'est une super moto et alors en circulation, hyper efficace. Une Z1000 par exemple, je sais que si je la mettais dans la circulation, pour se faufiler entre les fils de bagnole, ça devient plus costaud quoi, parce qu'elle est lourde, elle est large, voilà, c'est pas une moto de gamin quoi, faut la porter la bécane. Donc voilà, je suis opportuniste et finalement j'achète quand j'ai les ronds surtout, hein, c'est quand mon portefeuille me le permet, j'achète ce que je peux et qui convient à mon besoin. Voilà. Anthony qui non, alors pour le coup là c'est M, donc voilà, pour répondre à ta question Anthony sur la moto. MHZ 2000 qui me dit quelle est ta voiture. Alors, ma voiture, vous savez, je suis un peu passionné de mécanique, j'essaie de pas trop mettre les mains dans le cambouis parce que ça me fatigue en fait. Je suis passionné de bagnole,
Ouais, mais ça pour le coup ça fait des années et j'ai même travaillé dans un constructeur automobile, vous voyez, donc je suis en train de vous faire mon CV, j'ai travaillé dans les opérateurs, j'ai travaillé dans un constructeur, etc. Mais le constructeur c'est vraiment parce que j'étais passionné de bagnole. Ça m'a permis d'ailleurs d'utiliser, à l'époque j'avais le parc Presse qui était vraiment pas loin de moi, ça m'a permis de prendre des bagnoles le week-end et de me faire plaisir. Bon, à l'époque j'avais 22 ans, j'avais le permis depuis 4 ans, ma bagnole personnelle c'était une vieille rave et aller dans le parc Presse d'un constructeur automobile où on te dit presque prends la voiture qui t'intéresse pour le week-end, c'était formidable, quoi. Mais voilà, et donc pour revenir à cette question, quelle est ta voiture? Bah, aujourd'hui j'ai une Peugeot 407. Voilà, donc, bon, elle a son petit âge maintenant, hein, il va falloir que je pense à la changer un jour. Et c'est une Peugeot 407 sur laquelle par contre j'ai un moteur qui est sympa, qui est le V6. C'est le V6 essence, 3 litres. Donc qui est sympa, un peu linéaire par contre. Ça manque un peu de sportivité, mais il y a suffisamment de gouache. Bon, c'est un moteur qui fait 211 chevaux. Sympa, voilà, sympa. Par contre, c'est un bois sans soif, hein. C'est un moteur qui boit des litres et des litres pour finalement, effectivement, pas donner des sensations qui sont des sensations extrêmes. Ça démarre fort, mais ça démarre très linéaire. Ça accélère fort, mais ça accélère très linéaire. Ce qui fait qu'on arrive très vite aux 100 km/h sur une accélération en autoroute, c'est excellent. Mais c'est excellent parce que c'est confortable. Il n'y a pas de coup de pied au cul comme une voiture turbo pourrait donner. Un turbo, justement, c'est là pour donner des sensations. Il y a toujours du vent. Ouais, là, je crois qu'il va vraiment pleuvoir. En plus, nuage noir. Alors, Eugene91 qui me dit serais-tu capable de renoncer à l'achat d'un smartphone dû à un DAS trop élevé? Clairement. Clairement. Un DAS pour moi fait partie des critères de sélection, pas uniquement pour moi, parce que je sais que mon téléphone tourne quand même fréquemment à côté des enfants, il faut savoir que je suis papa. Et j'ai pas non plus envie d'avoir mon téléphone qui traîne à côté des mômes avec un DAS trop élevé. Donc oui, je suis très vigilant sur la notion du DAS. Zinedine qui me dit qu'est-ce qui pour toi dans un smartphone est le plus important? Le critère principal lorsque je sélectionne un smartphone, c'est l'écran. Il faut qu'il ait une bonne dimension, 5 pouces par exemple, et une très bonne résolution, Full HD. Après, je regarde tous les autres critères, donc puissance notamment, puissance brute, hein, vraiment, est-ce qu'il est capable de faire tourner un bon gros jeu 3D. Capacité de stockage, ouais, mais sans plus. Du moment qu'il fait 16 Go, ça me va. Ah, est-ce qu'il pleut là? Non, 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 il y a toujours du vent. Donc capacité de stockage, puis le design, voilà. Le design c'est le dernier élément. La surcouche fait aussi partie des critères d'appréciation, de sélection. Mais bon, clairement, pour revenir à ta question, Zinedine, le premier paramètre, c'est quand même le paramètre de l'écran. Il y a quand même un deuxième paramètre qui va à l'écran, c'est le prix, hein, en général. Si le téléphone est trop cher, déjà c'est ce qui va au-dessus, hein. Si le téléphone est trop cher par rapport au budget que j'ai envie de mettre à un moment donné, je ne le sélectionne pas, quoi. Je ne le prends pas du tout, je ne regarde même pas plus loin. Rémi qui me dit est-ce que la téléphonie est une passion? Est-ce que tu feras des vidéos toute ta vie? Alors, est-ce que la téléphonie est une passion? Oui, clairement, parce qu'on ne gagne même pas un rond avec ça, donc je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, Top for Fun ne rapporte pas d'argent, donc on rentre dans nos frais, mais c'est tout, quoi. Et est-ce que la téléphonie est pour moi une passion? Bah oui, heureusement, parce que sinon j'aurais déjà arrêté, parce que c'est quand même relativement épuisant. Ce Top for Fun, il faut le tenir, le site, il faut le tenir la chaîne, hein. Est-ce que tu feras des vidéos toute ta vie? Bah, peut-être pas toute ma vie, parce qu'au bout d'un moment, avoir un vieux papy qui vous fait des vidéos sur du téléphone, je suis pas sûr que ça vous intéresse, mais bon, oui, j'en ferai encore un petit paquet d'années quand même, enfin en tout cas j'espère, voilà, tout simplement. Donc comptez me retrouver encore et encore et encore sur YouTube pendant quelques temps. Alors, Fever qui me dit, ou Fitter, je sais plus comment tu peux prononcer ça. Quelle est la gamme de smartphones la plus difficile à analyser d'après toi? Les hauts de gamme, les ultra haut de gamme, parce qu'ils sont tellement complets, tellement bien dotés, avec des specs de ouf et autres. Finalement, il faut donner beaucoup plus de temps à un téléphone ultra haut de gamme que l'on en donne à un téléphone entrée de gamme low cost. Et comme ils sont nettement plus performants, donc ils sont forcément beaucoup plus exigeants au niveau du testeur, on doit s'attarder sur beaucoup plus de paramètres. Donc voilà, pour moi le plus compliqué, le plus difficile, c'est quand même les ultra haut de gamme. Le plus difficile dans l'absolu. Le plus difficile parce que c'est moins agréable, c'est à l'opposé de ce que je vous évoquais, c'est les entrées de gamme, les ultra low cost, les low cost. Parce qu'ils ne sont pas forcément fun, ils répondent à un besoin du public, c'est d'ailleurs pour ça que je teste encore régulièrement des téléphones low cost, parce qu'il y a un certain nombre de youtubeurs, vous peut-être, qui parfois me dites pourquoi tu testes des téléphones qui valent moins de 100 euros, 50 euros, même des basiques à 20 euros, pourquoi tu testes ça? Ça n'a aucun intérêt. Bah si, ça a un intérêt pour justement des personnes qui n'ont pas des gros portefeuilles. Et donc il faut aussi conseiller les personnes qui n'ont pas des portefeuilles avec plusieurs centaines d'euros dedans. Donc voilà, c'est pour ça que je téléphone. Oui, parfois de temps en temps avec des téléphones low cost, ultra haut de gamme, basiques à 20 euros, tout simplement pour vous permettre, vous, consommateurs, de savoir quel est le meilleur téléphone dans cette catégorie. Donc voilà. Et donc c'est sûrement cette catégorie-là en fait qui est la plus difficile, mais dans la pénibilité. Parce que c'est moins fun, c'est sûr, mais il faut les tester quand même.
Euh, donc ça c'était Fever, ou Feather, comme tu veux prononcer. Manu qui me dit, quelle est la taille idéale pour un smartphone selon toi? Alors la taille d'écran, parce que la taille après, c'est vrai que le cadre, il faudrait qu'il soit le plus fin possible. Mais, bon, on sait qu'il y a certains constructeurs qui ont du mal à faire des cadres fins. Alors, la taille idéale de smartphone pour moi, c'est 5 pouces, 5.5. Entre 5 et 5.5, c'est bien. Euh, Après, selon certains téléphones, j'ai même tendance à dire que le 4.5, 4.7, ça peut être sympa. Le Nexus 4, notamment, que j'ai utilisé pendant de très nombreux mois, c'est en téléphone perso, c'est un 4.7. Le LG G2 que j'ai là, c'est un de mémoire 5.2. Ça va très bien, ça marche très bien dans une main, on arrive encore à avoir de la bonne ergonomie. Si le cadre est fin, c'est encore mieux parce que justement ça permet d'utiliser encore mieux. Au-dessus de 5 pouces 5, ça me semble compliqué quand même, parce qu'il faut l'utiliser à deux mains. On est sur des téléphones qui sont vraiment des gros phablettes. Au-dessus de 5.5, il y en a qui vont jusqu'à 7 pouces. C'est trop gros, quoi. C'est pas un téléphone confortable. Ça devient un téléphone ludique, jeu vidéo, et qui a une fonction téléphone, quoi. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que je suis plus partant, ouais, à titre perso, pour du 5, 5.5. Avec quelques exceptions, voilà, comme vous l'avez compris. Penses-tu que certains constructeurs, c'est toujours Manu qui me pose cette question, penses-tu que certains constructeurs vont trop loin dans la taille d'écran? Bah pour moi oui, mais pas pour le consommateur, encore une fois de plus. Le constructeur il est pas bête, certes des fois il arrive à influencer le marché en proposant des technologies qui sont peut-être pas encore utiles et pas encore demandées, mais c'est ça l'innovation. D'un autre côté, il répond aux besoins d'un public, c'est-à-dire qu'un constructeur ne va pas s'amuser à sortir des écrans de 7 pouces si derrière il n'y a pas de demande, ça lui sert à rien, si ce n'est peut-être à faire un coup de bluff et à faire un coup de marketing en disant ouais on est capable de faire des tailles d'écran de 7 pouces, super, tout le monde y arrive. Donc non, si un constructeur sort un téléphone avec un grand écran, c'est parce qu'il y a une demande. Et donc forcément s'il y a une demande, bah, il faut répondre à la demande. Donc est-ce que c'est trop loin? Bah non, le constructeur a toute l'intelligence d'aller se mettre sur un marché où il y a de la demande. Voilà, donc bah oui c'est comme ça, c'est le business. Hein. Will Rémy qui me dit oh là, je vais y arriver, hein. Tu préfères quel genre de tablette, les 7 ou les 10 pouces? Donc en fait la question c'est quelle taille d'écran tu préfères pour les tablettes? Bah 10 pouces. Pour le coup, autant un smartphone ça doit être relativement compact et être glissable dans une poche de jean, autant une tablette de toute façon ça ira jamais dans une poche de jean. Et une tablette c'est généralement un objet qui est plutôt semi-sédentaire, voire sédentaire. Ça, vous n'allez pas vous balader avec dans le métro, à de rares exceptions, qui sont peut-être les tablettes compactes 7 pouces. Enfin bon, pour ma part, quand j'ai acheté mes tablettes, j'ai visé des 10 pouces, à la rigueur des 9 et quelques quand c'était le cas. Et là je regarde, oh, il y a une abeille qui tourne autour de moi maintenant. Bon, petite parenthèse, rien à voir. Et donc pour répondre à cette question, bah, une tablette pour moi c'est maxi, quoi, 10 pouces. S'il y a des tablettes 12 pouces, bah tablette 12 pouces, quoi. Mais pour ma part je prends des tablettes 10 pouces. Manu qui me dit quelle est la marque de ton ordinateur, est-ce que tu joues à des jeux PC? Alors la marque de mon ordinateur, vous l'avez peut-être vu récemment dans une vidéo qui était la vidéo 4K tournée avec l'appareil photo du OnePlus One, et où à un moment donné vous voyez mon ordinateur qui passe. Parce que j'ai filmé mon bureau pour vous montrer la qualité de la vidéo de 4K du OnePlus One. Alors mon ordinateur c'est un Acer Aspire, c'est un Acer Aspire avec un écran 15 pouces, mais comme chez tous les constructeurs de PC, ils ont des références qui sont à dormir dehors, quoi, à coucher dehors. C'est un Acer, je sais pas, Acer, Aspire, rien à voir. C'est un Acer Aspire des quelque chose, enfin bon, un nom à dormir donc dehors. Donc impossible de vous donner son nom, c'est un portable, je n'utilise désormais de toute façon plus que des portables, je dis désormais ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai des ordinateurs portables à titre perso et que effectivement je navigue parfois avec des ordinateurs de bureau quand j'ai à un moment donné besoin d'acheter un PC qui tourne bien et qui soit performant. Mais aujourd'hui les ordinateurs portables sont quasi, voire même aussi performants que des ordinateurs de bureau pour des prix qui sont vraiment de plus en plus ridiculement faibles puisque le marché du PC classique va mal. Donc c'est quand même le bon moment pour acheter des PC. Et voilà, bah, tout ça pour dire que effectivement, bah, je tourne avec du PC portable 15 pouces. Et est-ce que je joue à des jeux vidéo? Bah oui, là, mais bon, pas souvent parce que je joue plutôt sur console. Et sur PC notamment, je joue à Diablo 3, Reaper of Souls. Voilà, donc parce que je suis un inconditionnel de la saga Diablo. Il faut savoir que j'ai joué à Diablo 1 sur un vieux PC à l'époque, Diablo 2 quand il est sorti, puis là Diablo 3. S'il y avait un 4, je ne suis pas certain de jouer à Diablo 4 parce que bon, je crois qu'on est arrivé au bout de ce type de jeu. Mais voilà, ouais, je joue sur PC. Mais je suis plutôt quand même beaucoup plus console quand même, notamment Xbox. Mais par solution de facilité, parce qu'on met le jeu, la console est bien faite, on l'allume, ça prend 10 secondes à allumer.
Bon, on peut faire du game, du multiplayer sur des jeux vidéo comme Halo, sur lequel j'ai longtemps joué en multiplayer, en multijoueur. Bon voilà, c'est comme ça. Alors, deux questions bonus qui n'ont rien à voir avec le schmilblick et qui sont des questions qui sont une posée par Titop et l'autre qui me sont posées par Amélie. Pardon. Alors, Titop qui me dit: quelle nouveauté attends-tu dans les 5 prochaines années? Alors, en termes de smartphones, des smartphones avec écran pliable, etc., j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'attends comme nouveauté? Ben, j'attends pas tant de nouveautés que ça sur le smartphone. J'attends, on en a aussi parlé tout à l'heure, des nouveautés sur les objets connectés. Bah oui, j'attends de la vraie watch sympa, quoi, qui ait une autonomie de plusieurs jours, et pas une journée et demie, parce que là je vais troller un petit peu, mais sur les montres connectées que j'ai testées récemment, que j'ai eu en main, que ce soit de la Gear, que ce soit de la LG Watch, donc de la Gear de Samsung, que ce soit de la Sony Smartwatch à l'époque, je crois que ça s'appelait comme ça, toutes ces montres ont un énorme défaut. Primo, en termes de fonctionnalité, bon, c'est sympa, mais ça apporte pas grand chose, sauf pour les sportifs par exemple, avec des applications comme Elastic, soit. Mais côté énervement, là par contre ça apporte le maximum, à savoir que la montre, il faut la recharger. Et il faut la recharger tous les un jour et demi. Alors déjà que le smartphone, on trouve que c'est casse-pied quand il faut le recharger tous les jours, une montre en plus à recharger tous les jours, c'est pareil. Ça n'ajoute rien à la satisfaction, à l'utilisation. Pour moi, ça ne fait qu'encombrer. Et pour tout vous dire, moi je suis assez fan de montres, vous me voyez peut-être régulièrement sur les vidéos de test avec des montres poignées, et je suis assez fan de montres automatiques parce qu'elles ont une particularité. Un, elles ont une âme, contrairement à des montres quartz, même si j'ai des montres quartz. Et deuxio, effectivement, elles ont quand même des durées de l'autonomie, on va parler de ça comme ça, qui sont de 48 heures. Mais 48 heures si vous la posez sur un coin, parce que les montres, ces montres automatiques, maintenant se rechargent quand vous bougez le poignet. Parce qu'elles ont une masse à l'intérieur qui tourne et qui tend un ressort. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais ces montres, elles se rechargent quasiment toutes seules. En marchant dans la rue, vous la rechargez. Donc finalement, les montres automatiques sont des montres en plus qui présentent un avantage, c'est que même s'il faut les faire réviser, comme tout automatisme automatique, bon là je vais trop loin dans le détail, mais même s'il faut les faire réviser, c'est une petite contrainte, on peut quand même les faire réviser au bout de 5 ans, et ben il n'y a pas de pile à changer. Comme une quartz. Une quartz, vous pouvez changer la pile tous les ans. Encore une fois de plus, c'est de l'opportunisme, c'est presque du fainéantisme au niveau de la montre. J'aime beaucoup les montres automatiques parce que finalement, elles apportent vraiment quelque chose. Elles ont une âme, mais en termes de confort, en termes d'utilisation, elles apportent aussi quelque chose. Aujourd'hui, les montres connectées, par exemple, elles n'apportent rien. Donc je m'éloigne de la question initiale, mais c'est pour vous dire mon avis, c'est que moi j'attends vraiment des objets connectés qui apportent un usage simplifié, qui vous améliore, qui vous facilite la vie, notamment. C'est par exemple, là je parle des nouveautés technologiques, c'est dans les voitures par exemple les affichages écran tête haute. J'apprécie beaucoup ça parce que ça permet justement d'avoir un gain de confort au niveau de l'utilisation et pas avoir à baisser la tête quand vous conduisez au niveau de votre volant pour savoir le compteur kilométrique et autres. Non, vous apportez de l'information plein devant les yeux, bien calée, et vous pourriez imaginer de l'information supplémentaire, les risques à prévoir, un virage serré bientôt, etc. Ça pour moi c'est du vrai confort d'utilisation. Aujourd'hui, voilà, ce que j'attends, c'est ça. Enfin, pour répondre à cette question et revenir à la question, qu'est-ce que j'attends dans les 5 prochaines années? Des appareils qui sont qui seront des appareils qui apporteront un gain à l'individu, au niveau de sa vie de tous les jours. Deuxième question, Amélie qui me dit, est-il possible de faire des vidéos de gameplay sur Android? Alors, il y a différents petits projets, je vais peut-être m'emballer un petit peu là, mais il n'y a pas que du gameplay, parce que en gros, c'est tester un jeu vidéo sur un téléphone Android. Alors oui, ça fait déjà partie des quelque chose que j'ai mis en place pour Top for Fun. Vous avez déjà vu sur la chaîne passer 2 vidéos de tests de jeux vidéo. Donc 2 vidéos de tests de jeux vidéo sur la chaîne de Top for Fun. J'ai 2-3 petits projets dans les cartons, notamment un projet qui consistera à faire soit une section, soit une chaîne qui serait beaucoup plus tutoriel. Tutoriel Android, tutoriel iOS, tutoriel Windows Phone, parce que vous êtes souvent nombreux à me demander sur le site et sur la chaîne, mais des questions qui sont parfois des questions basiques, mais qui ne sont pas expliquées par les constructeurs, parce que normalement le système se veut intuitif, qui sont comment on met le Wi-Fi sur un téléphone, comment on met le Bluetooth, comment on peut désactiver la 4G. Par exemple, ce genre de questions, comment on configure son compte Google Play Store. Voilà, donc c'est peut-être une deuxième chaîne ou une deuxième partie de vidéo, enfin une sous-section de la chaîne Top for Fun qui va naître.
Donc les vidéos de gameplay iront là-dedans, je pense, parce que ça parlera plus de l'OS que du matériel tel que l'on le fait aujourd'hui sur Tough 4 Fun, où c'est vrai qu'on s'attarde beaucoup plus aujourd'hui sur le matériel que sur le système d'exploitation. Alors voilà, il y aura peut-être une deuxième partie, comme je viens de l'évoquer, qui portera sur le système d'exploitation, et c'était donc pour répondre à la question d'Amini. Voilà, donc une vidéo qui dure depuis, j'avais dit, 1 heure, voilà, donc on est à 59 minutes, une vidéo qui dure depuis près d'1 heure, où j'ai tâché de répondre à un maximum de questions que vous m'aviez posées, alors pas toutes, parce qu'elles étaient très nombreuses, et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il y en a beaucoup qui se recoupaient. Merci d'avoir visionné cette vidéo, 1 heure, c'est quand même énorme, donc merci de m'avoir accordé votre temps. Il y en aura d'autres, il y aura une vidéo de fac numéro 4, forcément vous vous en doutez, et à ce titre d'ailleurs je ne vous engage qu'à une seule chose. Sur le site de Tough 4 Fun, je vais publier, au moment même où vous voyez cette vidéo, elle sera déjà publiée, il sera déjà publié cet article, je vais publier un petit billet, un petit article qui vous permettra de poser vos questions pour la fac numéro 4. Voilà, alors par contre, pour le coup, pour la fac numéro 4, j'aurai peut-être un système beaucoup plus light, parce que là, vous voyez, 1 heure de vidéo, ça fait quand même beaucoup. Des centaines et des centaines de questions, ça fait aussi beaucoup pour ma part à traiter, parce qu'il faut que je les traite, il faut les organiser, il faut les recouper, il faut parfois les corriger un peu. Donc tout ça pour dire que pour la fac numéro 4, je vais ouvrir un sujet. Donc là, vous pouvez déjà, quand vous voyez cette vidéo, vous pouvez déjà aller poster sur le site de Tough 4 Fun votre petit commentaire et votre question, donc. Que sur le site, ne le postez pas sur YouTube parce que justement ça me fait trop d'endroits où aller regarder les questions et je pourrais pas les gérer comme ça. Mais si vous voulez poser vos questions, donc vous allez sur le site de Tough 4 Fun, top-fort-fun.fr, une URL d'ailleurs que je vais communiquer dans la vidéo elle-même, vous verrez probablement une annotation dans la vidéo et dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tout simplement une seule chose à faire, donc c'est vous rendre sur le site, regardez l'article qui s'appellera Fac numéro 4, posez-nous vos questions, là vous posez vos questions. Et pour le coup, alors par contre, je ne ferai pas un tri sur une centaine de questions, cette fois-ci j'aurai des formules beaucoup plus light, une dizaine de questions, 5 questions, 15-20 questions. Enfin, je vais rester dans un volume de questions très très faible, mais qui me permettra d'être beaucoup plus réactif, voire peut-être de multiplier les vidéos. C'est-à-dire que la vidéo fac, qui normalement est une vidéo que je devais faire tous les mois, bon, je vais peut-être tenir le rythme de tous les mois cette fois-ci pour de vrai, ou je vais descendre à plus fréquent, etc. Voilà, mais je vais essayer de trouver une formule qui soit beaucoup plus interactive et essayer de trouver aussi les conditions de tournage. Là, je vois que la caméra, la plombe et tout ça, c'est pas terrible. Bon, on va aussi essayer de trouver des conditions de tournage plus sympathiques et voir peut-être faire interagir d'autres personnes. Voilà, vous l'avez compris, il y a plein de petites choses sur cette vidéo de fac que je vais essayer d'expérimenter avec vous. Quoi qu'il en soit, posez-nous vos questions pour la fac numéro 4 sur le site de Tough 4 Fun. Et pour le reste, je n'ai encore qu'une seule chose à vous dire, c'est vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la fac numéro 4, et bientôt, bien sûr, pour d'autres tests, d'autres déballages et d'autres vidéos de présentation. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.